Salut à tous et bienvenue pour cette première capsule motivationnelle de l'année. Alors qu'est-ce que c'est qu'une capsule motivationnelle? En fait c'est un temps très succinct, vous allez voir quelques minutes, où nous nous sommes fixés comme objectif de vous présenter un certain nombre d'études scientifiques autour de l'entretien motivationnel. Et nous avons, on va dire, deux objectifs pédagogiques autour de ça. Le premier, c'est de vous inciter simplement à aller lire ces travaux. Et puis, deuxième objectif, que vous puissiez en discuter entre vous, avec nous, voilà, pour avoir un maximum d'échanges et avancer dans notre compréhension de l'entretien motivationnel. Alors, pour attaquer pour ouvrir le bal, on va dire, cette année, j'ai décidé de vous présenter une petite étude qui est plutôt narrative, qui est signée Miller, donc le concepteur avec Rolnick de l'entretien motivationnel. C'est une revue narrative de 2017 qui a deux objectifs. Le premier objectif, elle s'intéresse à la comparaison entre l'approche non directive de Carl Rogers et l'entretien motivationnel, en fait, surtout pour montrer que l'EM a des racines dans l'approche de Rogers. Et puis, c'est aussi un petit travail de synthèse qui fait le point sur, bon, en 2017, ça a déjà 3 ans, mais où est-ce qu'on en est en termes de recherche dans l'entretien motivationnel. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que synthétiquement, on dégage trois grands axes en recherche actuellement en entretien motivationnel. Vous avez un premier axe qui est lié à l'apprentissage et l'entraînement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à faire de l'entretien motivationnel, comment on acquiert des compétences, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, comment est-ce qu'on fait aussi pour maintenir ces compétences, donc c'est tout un axe de recherche, on y reviendra dans des prochaines capsules. Vous avez un autre grand axe, c'est l'intégration de l'entretien motivationnel à d'autres techniques, donc par exemple d'autres approches thérapeutiques comme, je sais pas, les TCC par exemple, comment on combine les deux. Vous avez un autre axe qui est évidemment l'axe d'efficacité, donc sur quel genre par exemple de pathologie ou de conduite addictive, en tous les cas de comportement, l'entretien motivationnel peut avoir un impact. Efficacité et efficience aussi. Alors là, on a moins de travaux sur l'efficience. Vous savez, l'efficience, on pourrait la définir comme on va dire, la quantité de ressources que vous allez consommer pour obtenir un résultat. Et puis quatrième axe, c'est de celui-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'axe processuel. Alors attention, ici les processus, ça n'a rien à voir avec les processus que vous connaissez en EM, c'est-à-dire l'engagement, l'évocation, la planification, etc. Là, quand on parle de processus, c'est quels sont les ingrédients actifs qui pourraient expliquer que l'EM a une efficacité. Alors voyons ça, donc ces hypothèses elles sont données dans l'excellent papier de McGill et Algren. Trois hypothèses qui sont vraiment qui dominent la littérature. Une hypothèse dite technique, une hypothèse relationnelle et une hypothèse de résolution du conflit, dite aussi résolution de l'ambivalence. Alors on va les définir ces hypothèses sur la diapositive d'après et les placer sur un schéma, ça sera beaucoup plus visuel. Il faut noter que dans la littérature, ces hypothèses, elles sont testées de manière indépendante, mais aussi on se rend bien compte qu'il y a des interrelations et donc ça complique énormément les choses puisqu'il faut arriver à comprendre comment elles peuvent éventuellement s'articuler ensemble. Alors nous voilà sur le petit schéma. Je place la première hypothèse ici qui est donc l'hypothèse technique. Alors l'hypothèse technique, c'est quoi? C'est, on a voyé en rouge l'objectif, c'est le changement de comportement du patient. Et pour y arriver, on a cette première hypothèse technique qui dit quoi? Qui dit les compétences et les habiletés, notamment en matière de maniement des outils de l'EM, c'est-à-dire le maniement de l'Hoover, le maniement du DDPD, le maniement des échelles. Donc ce que sait faire le praticien en termes d'utilisation des outils va
avoir une influence sur le discours changement et le discours maintien du patient et produirait, en tous les cas, le changement de comportement. Retenez bien, vous voyez ce chemin vert ici qui est dénommé PAF A, c'est-à-dire chemin A, et ici en violet le chemin B, parce que ce sont des termes qui sont extrêmement employés dans la littérature. Donc le chemin A, c'est comment les compétences du praticien changent le langage du patient et notamment augmentent le discours changement, baissent le discours maintien. Et le chemin B, c'est comment une fois que le langage du patient évolue, change, eh bien ça engage, ça a comme conséquence le changement de comportement. Vous devez noter deux choses. La première, c'est que l'hypothèse technique dans son ensemble est celle qui a reçu le plus d'attention dans la littérature. Et deuxième chose, il y a une différence entre les deux chemins. Le chemin A a beaucoup plus de preuves, de niveau de preuve plus important que le chemin B, et on y reviendra dans les prochaines capsules motivationnelles. Donc ça, c'est la première hypothèse, l'hypothèse technique. Qu'est-ce que c'est faire le praticien et qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Donc c'est du savoir-faire technique. Deuxième hypothèse, elle est en lien plutôt avec ce qu'on appellerait le savoir-être, c'est-à-dire l'esprit de l'EM, dans lequel on va retrouver, souvenez-vous, l'altruisme, l'empathie, l'évocation, le partenariat, la collaboration, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le patient va se sentir suffisamment à l'aise pour explorer et résoudre son ambivalence et surtout amener le changement de comportement. C'est une hypothèse qui, vous le comprenez tout de suite, est beaucoup plus difficile à tester et donc qui a reçu un petit peu moins de travaux dans la littérature scientifique, mais on ira chercher quelques études sympathiques pour discuter de ça. Et la troisième hypothèse, c'est celle de la résolution du conflit décisionnel. Alors, c'est une hypothèse là qui a reçu le moins de travaux, qui est pourtant intéressante, qui a un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire un construit plus large, qui englobe peut-être un petit peu les notions de discours changement, discours maintien, mais qui va s'intéresser, elle, par exemple, à la proportion du discours changement par rapport au discours maintien, la proportion, par exemple, du discours préparatoire du changement. Il y a aussi dans le construit une notion de temps, c'est-à-dire comment ça évolue à l'intérieur de la séance, comment ça évolue au fil des séances. Et ce qui en fait l'hypothèse avec le construit le plus large, elle inclut aussi des notions un petit peu contextuelles et environnementales qui sortent, on va dire, de cette notion de langage même du patient. Voilà, donc ce sont les trois grandes hypothèses qui, vous voyez, on les place comme ça sur un schéma et qui vont être très intéressantes à analyser et qui seront aussi difficiles peut-être dans l'analyse à comprendre comment elles vont s'articuler les unes avec les autres. Allez lire ce papier de McGill et Algren. On va bientôt revenir avec une nouvelle capsule motivationnelle, toujours de McGill et Algren, et vous verrez, vous allez y voir aussi un petit peu plus clair, notamment en matière de chiffres, ou en tous les cas de choses un petit peu plus précises. C'était important de commencer par cette capsule pour que vous ayez déjà une idée de ok, qu'est-ce qui est travaillé dans les processus et en matière d'ingrédients actifs en EM dans la recherche. Allez lire le papier, revenez vers nous, discutons-en et à bientôt pour la prochaine capsule motivationnelle.